D'abord, merci de m'accueillir parmi vous. C'était évidemment un plaisir et ça va me permettre à moi-même de faire le point et de prendre un petit peu de recul par rapport à des événements nombreux qui se sont déroulés depuis le mois de janvier et qui ont sans doute mis en lumière un certain nombre de fractures qui traversent notre société et dont l'école finalement se retrouve être la résonance, la vitrine, et la façon dont nous veillons à répondre aux difficultés qui se présentent aujourd'hui et que je résumerai en disant que les attentats de janvier dernier ont eu pour effet, et on peut s'en réjouir, que beaucoup de Français ont tourné leurs yeux vers l'école en se demandant comment mieux éduquer nos enfants pour que de telles choses ne puissent plus jamais se reproduire. Dans la foulée, vous le savez, l'école s'est mobilisée, notamment en demandant à ce que dans chaque établissement scolaire soit respectée une minute de silence à la mémoire des victimes, laquelle minute de silence a été dans un certain nombre d'endroits perturbée pour diverses raisons qui nous ont amenés collectivement à nous interroger, évidemment, à réunir la communauté éducative, comme je l'ai fait dans les jours qui ont suivi, et à faire en sorte d'organiser ce qu'on a appelé la grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République, ou comment nous assurer qu'en plus de transmettre des savoirs, l'école transmette bien des valeurs aux enfants qu'elle reçoit. De ce point de vue, nous avons évidemment d'abord veillé à ce que tous les incidents puissent être remontés dans les meilleures conditions possibles, parce que le premier des risques que nous courons, c'est de minimiser ou de sous-estimer le type d'incidents qui peuvent se dérouler dans les écoles, et c'est la raison pour laquelle nous avons renforcé nos procédures en matière de signalement des phénomènes, par exemple, de radicalisation que l'on peut constater. Et la coopération entre le ministère de l'Éducation nationale et l'ensemble des services de l'État a été renforcée de ce point de vue-là, ce qui me permet de vous dire que au 20 mai dernier, nous avons eu 816 signalements qui avaient été transmis aux services compétents de la police ou de la justice grâce à la vigilance des établissements scolaires qui s'approprient de plus en plus les outils qu'on met à leur disposition pour faire remonter ces cas problématiques. Bien sûr, qui dit suspicion de radicalisation ne dit pas radicalisation, il faut faire attention. Nos personnels sont invités à alerter sur leurs doutes, mais c'est ensuite le travail de la cellule de suivi préfectorale qui doit établir ce qui relève ou pas de la radicalisation. Donc l'Éducation nationale coopère avec les services de justice, le ministère de l'Intérieur, grâce en particulier à deux outils très efficaces qui sont le premier, le système d'information qu'on appelle le CIVIS, et puis le deuxième, les enquêtes de victimation et de climat scolaire, qui nous permettent d'objectiver les faits de violence scolaire qui peuvent se dérouler dans les établissements. Nous avons fait évoluer ces dispositifs en novembre dernier. Et désormais, nous savons que chaque soir, les chefs d'établissement transmettent de façon systématique aux autorités compétentes les faits problématiques qui se sont déroulés dans leur établissement. C'est ainsi qu'on arrive à ces chiffres qui peuvent vous sembler importants, mais en réalité, c'est l'effet d'une amélioration de notre système statistique. La grande mobilisation pour les valeurs de la République, pour revenir à elle, en refermant cette parenthèse du suivi statistique, ça a consisté à dire l'école ne peut pas être seule, les enseignants ne peuvent pas être seuls pour répondre aux fractures qu'on évoquait ou aux défis qui sont posés à leurs élèves. Et donc, elle a consisté, cette grande mobilisation, à regarder comment s'appuyer davantage sur les acteurs qui entourent l'école. Je pense aux collectivités locales, je pense aux fédérations de parents d'élèves, je pense à tous ceux qui ont dit leur disponibilité pour venir donner un coup de main. Et c'est pour cela que nous avons décidé d'ouvrir une réserve citoyenne dans l'éducation nationale pour permettre, ils sont déjà 4660 à s'y être inscrits, à des citoyens volontaires de venir intervenir dans les écoles, chacun sur son expertise, sur son expérience, pour aider à transmettre ces valeurs. C'est ainsi aussi que nous avons pris la décision, à partir de la rentrée scolaire prochaine, de développer dans les établissements scolaires les services civiques des jeunes qui ils seront 5000 à la rentrée scolaire, donc dépêchés dans les établissements pour accompagner des projets des élèves, des projets des équipes pédagogiques, et là encore veiller à améliorer le climat scolaire.
Je continue en vous disant que ce qu'il est beaucoup ressorti de cette grande mobilisation et de cette consultation tous azimuts, c'est l'importance du principe de laïcité. Bien entendu, ça ne vous étonnera pas, Madame la Présidente. La laïcité qui doit, au sein des écoles, protéger les élèves du prosélytisme, protéger aussi des irruptions identitaires, mais qui est une laïcité qui a d'abord vocation à organiser la cohabitation harmonieuse. Et de ce point de vue-là, un certain nombre d'enseignants nous ont dit ne pas être toujours armés, outillés pour expliquer ce qu'est la laïcité, pour la transmettre dans de bonnes conditions. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mieux les former à cette laïcité, à l'enseignement moral et civique que nous introduisons à la rentrée prochaine de la primaire jusqu'au lycée, pour faire en sorte que ces enseignants soient davantage en mesure de répondre à des questions qu'ils ont parfois eu du mal à affronter pendant les incidents de janvier. Et nous avons ainsi, entre le mois d'avril et le mois de mai, déjà formé 1200 formateurs, pardon de ce vocabulaire, mais en l'occurrence des cadres de l'éducation nationale, c'est-à-dire des chefs d'établissement, des inspecteurs, des conseillers pédagogiques, des référents laïcité, qui seront à leur tour amenés à former 300 000 enseignants d'ici la fin de l'année 2015 pour répondre à ces défis. Je parlais de l'enseignement moral et civique, c'est une nouveauté importante qui va donc voir le jour à la rentrée prochaine. Cela se traduira concrètement sur l'ensemble d'une scolarité d'un enfant entre le primaire et le lycée par 300 heures d'enseignement qui lui seront délivrées non pas sous la forme d'un enseignement magistral, théorique, descendant, mais d'un enseignement qui s'appuie bien sur un programme, puisque ce programme a été rédigé par le Conseil supérieur des programmes et donc que nous l'avons adopté, mais qui s'organise essentiellement autour de débats, car ce qu'il est apparu, c'est que c'est surtout l'esprit critique des élèves qu'il faut davantage développer pour ensuite mieux leur transmettre ces valeurs républicaines dont nous parlons. Et donc c'est autour du débat, autour de la capacité à trier l'information, à utiliser pour ce faire les outils numériques dont on sait que souvent ils noient d'informations les élèves concernés, que cet enseignement moral et civique s'organisera l'année prochaine. Il sera lui-même un élément d'un tout que nous avons qualifié de parcours citoyen, qui signifie que chaque établissement est invité dans son projet d'établissement à organiser pour les élèves cette possibilité, au-delà de cet enseignement moral et civique, de participer à la vie démocratique citoyenne de l'établissement, de prendre des responsabilités, de développer les relations partenariales avec les associations qui entourent l'établissement pour faire en sorte que les élèves fassent l'expérience le plus tôt possible de la citoyenneté. Et nous réfléchissons en ce moment même à la façon dont cela peut être valorisé dans l'évaluation des élèves. Une deuxième chose qui nous est apparue au-delà de la laïcité, c'est le faible niveau d'un certain nombre d'enfants, d'élèves dans l'expression en français tout simplement. D'où la priorité que nous avons décidé d'accorder à l'enseignement de la langue française, parce qu'il est vrai qu'il est particulièrement difficile de débattre ou de défendre ses idées lorsqu'on ne maîtrise pas les mots. C'est la raison pour laquelle, vous le verrez dans les nouveaux programmes que nous préparons actuellement, et en particulier d'ailleurs dans ceux qui ont déjà été adoptés pour l'école maternelle et qui entreront en vigueur à la rentrée prochaine, la maîtrise du langage est devenue une priorité avec, y compris prévue de façon inédite, une évaluation en classe de CE2 dès le premier trimestre qui permettra de vérifier les acquis des élèves pour ensuite adapter nos enseignements. Je continuerai d'ailleurs en faisant une allusion très rapide, j'ai compris qu'il ne fallait pas trop s'y attarder, mais à la réforme du collège. Vous avez le droit. Ah, moi j'ai le droit, d'accord. D'accord. Mais en redisant ici que l'objectif de la réforme du collège, c'est bien évidemment de garantir l'acquisition des fondamentaux, au sein desquels le français et que l'accompagnement personnalisé en particulier, le développement du travail en petits groupes, la refonte des programmes pour mettre l'essentiel au cœur de ce qu'on apprend et de ce qu'on veille à évaluer, ça a vocation à renforcer cette maîtrise du français et donc de la capacité à développer un esprit critique, à débattre, bref, à devenir aussi citoyen en passant par l'école. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots. Je me réserve pour vos questions.
Mais je terminerai juste en vous disant que cette grande mobilisation de l'éducation nationale autour de la transmission des valeurs républicaines, elle a eu lieu pendant 4 mois, enfin du mois de janvier jusqu'à récemment, puisque nous l'avons clôturé, c'était il y a 15 jours. Et cette grande mobilisation, elle a dépassé nos espérances, puisque partout sur le territoire, c'est 50 000 personnes qui ont été amenées à s'exprimer en disant clairement à la fois leurs attentes considérables à l'égard de l'école sur ce sujet et en même temps leur disponibilité. Je pense que s'il y a bien une nouveauté, peut-être un nouveau chemin à prendre pour l'école, c'est celui de l'ouverture plus grande à ceux qui, en effet, qu'il s'agisse des parents d'élèves, qu'il s'agisse des associations, qu'il s'agisse parfois des entreprises aussi, se disent prêts à venir développer chez les élèves à la fois la motivation, mais aussi la persévérance et puis la compréhension d'un certain nombre de valeurs qui parfois leur paraissent trop théoriques, en particulier lorsqu'ils ne sont pas amenés à les vivre eux-mêmes. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour ces propos qui vont dans le sens, je crois, de ce qui seront nos préconisations. Et excusez-moi si, sur le collège, j'ai été un petit peu directive. C'est simplement pour qu'on ne parle pas du latin, de la langue vivante 2, de la langue vivante 1, des langues régionales, mais bien sûr que la langue française est une part importante de notre commission d'enquête. Je vais donc laisser la parole à notre rapporteur. Je vous remercie. Merci Présidente, merci Madame la Ministre d'avoir accepté cette audition de commission d'enquête et je tiens à remercier tous les sénateurs présents parce que je crois que c'est important de faire honneur au ministre de la République et même si parfois nous ne sommes pas d'accord, nous avons le droit quand même de respecter les uns et les autres et aujourd'hui, la Présidente l'a bien dit, ça ne sera pas simplement sur la réforme du collège, même si peut-être que les questions peuvent être transverses, mais en tout cas, ce moment aura lieu demain. Donc, merci de vous prêter à cet exercice. Donc, j'ai plusieurs questions. J'essaierai de ne pas toutes les poser pour laisser à mes collègues l'opportunité de le faire aussi, mais il y en a certaines dont je me dois d'être le transmetteur. La première question, c'est par un communiqué de presse en date du 14 janvier. Vous avez annoncé, vous l'avez dit tout à l'heure, avoir pris connaissance de 200 incidents liés à la minute de silence. Vous avez dit qu'il y en avait un peu plus. Nos décomptes sur le fondement des documents transmis par le ministère, comme par les différents rectorats, font état d'un chiffre bien supérieur. Avez-vous eu connaissance de ces incidents? Faut-il intégrer la dimension anti-républicaine de certains incidents dans les enquêtes sur le climat scolaire? C'est ma première question. Ma deuxième question a trait aux enseignants, aux chefs d'établissement qui ont parfois le sentiment d'être peu soutenus par leur hiérarchie en matière de discipline et d'atteinte aux valeurs républicaines. Comment comptez-vous y remédier? Ensuite, troisième question, au cours de nos auditions, quelques insuffisances de l'éducation civique, juridique et sociale nous ont été signifiées. Le futur enseignement moral et civique devait y remédier. Je déplore l'absence au sein du programme d'EMC des concepts de nation et de patrie qui résultent d'un choix idéologique délibéré du Conseil supérieur des programmes qui ne les considère pas assez inclusifs. Qu'en pensez-vous, une semaine après l'hommage solennel qui a pu avoir lieu au niveau des 4 grandes figures de la résistance? Comptez-vous rétablir ces concepts? Enfin, en matière de recrutement des recrutement des personnels de l'éducation nationale, comment pouvez-vous intégrer l'impératif de l'adhésion et de la capacité à faire adhérer ou à faire partager les valeurs de la République? Pourquoi ne pas restaurer une épreuve spécifique du CAPES qui existait auparavant, agir en fonctionnaire éthique et responsable? Pour certains, nous sommes allés dans les SP, et dans les SP, il y a une problématique un peu compliquée, parce qu'il y a une clarification des exigences en matière de laïcité qui doit être soulignée. En effet, les étudiants en M1 et M2B, qui sont ceux qu'on appelle reçus-collés, ne sont pas astreints au respect de la laïcité. Et des jeunes filles peuvent ainsi porter librement le voile au cours de leur scolarité, ce qui n'est pas sans poser problème, à la différence de leurs disciples qui ont eu le concours, qui sont élèves fonctionnaires et qui n'ont pas le droit. Comment garantir une formation adéquate des enseignants à la transmission des valeurs de la République, ainsi que le respect de celles-ci au cours de la formation initiale? Puis peut-être
quelles pourraient être les traductions concrètes d'une orientation de rétablissement de l'autorité des maîtres et comment remettre du rituel et de la solennité dans la scolarité, afin de lui donner du sens. Merci. Alors, ça fait beaucoup de questions, bien sûr. Donc, Madame la Ministre, vous pouvez y répondre, bon, bien sûr, dans l'ordre, dans le désordre et de la façon qui vous intéresse, puisque dans votre propos liminaire, il y avait déjà des points que vous avez traités. Merci, pardon. Bon, d'abord, sur les incidents donc, liés à la minute de silence, je voudrais être sûre de m'être fait bien comprendre, pardon. Au moment donc, de cette minute de silence, ce sont environ 200 incidents qui nous ont été remontés. Je conviens aisément qu'on a connaissance que des incidents qui nous sont remontés. Donc je ne suis pas là pour vous asséner avec force qu'il y en a eu 200. Sans doute il y en a eu davantage. En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que nous avons passé des instructions très claires pour que rien ne soit minimisé, sous-estimé ou non signalé. Donc je crois que 200, c'est à peu près raisonnable comme chiffre. Ce dont je vous parlais, moi, tout à l'heure, c'est des signalements de radicalisation qui sont encore quelque chose d'autre, qui est lié, vous savez, aux tentations de djihad vécues malheureusement par un certain nombre de jeunes et pour lequel nous avons formé, adressé un livret aux équipes enseignantes et aux chefs d'établissement sur la façon dont on peut identifier des signaux de radicalisation. Et donc, c'est ce travail-là qui nous donne le résultat que j'évoquais des 816 signalements. Sur la question dont on peut donc intégrer la dimension anti-républicaine de certains incidents, de fait, quand on parle de signaler la radicalisation, c'est bien ça que ça recouvre. Donc, comme je vous le disais, depuis le mois de novembre, nous avons fait évoluer nos dispositifs de signalement. Concrètement, comment ça se passe pour que vous les ayez en tête? Donc, chaque jour, le chef d'établissement va faire remonter à l'inspecteur d'académie les incidents qui se sont déroulés dans la journée, lequel inspecteur d'académie transmet à l'académie qui ensuite, elle, transmet au ministère les faits qui lui paraissent les plus graves. Donc il faut bien avoir conscience, bien sûr, qu'il y a des faits qui, parce que considérés comme insuffisamment graves, ne nous arrivent pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, je crois que le message est clair. Est-ce qu'il y a une réticence à signaler au sein des établissements scolaires? Oui, ça peut exister, évidemment, par peur de voir son établissement mal jugé par ses supérieurs ou parfois par manque d'accompagnement tout simplement des personnels. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu, notamment au lendemain des incidents liés à la minute de silence, réagir en dépêchant des cadres aguerris, c'est-à-dire notamment des référents laïcité ou des inspecteurs dans les établissements où il y avait eu ce type d'incident pour reprendre la discussion avec les élèves et ne pas laisser s'installer le silence après. Donc, bien sûr que la formation que j'évoquais tout à l'heure sur les questions de laïcité sert aussi, par ailleurs, à aguerrir davantage les enseignants et à passer le message qu'il vaut mieux signaler les incidents plutôt que les passer sous silence. Un dernier mot pour vous dire que dans la réforme du collège, il est prévu quelque chose qui est passé un peu inaperçu, mais qui est très important, qui est la généralisation de ce qu'on appelle les enquêtes locales de climat scolaire. Qui ont vocation régulièrement dans chaque établissement à prendre le pouls, la température de la façon dont et les équipes enseignantes et les élèves vivent leur climat scolaire, ce qui nous permettra d'avancer sur des questions comme le harcèlement, bien sûr, ou les violences scolaires, mais qui nous permettra aussi de répondre à ces questions d'incidents anti-républicains. Beaucoup d'enseignants et de chefs d'établissement ont fait part de leur sentiment d'être peu soutenus en matière de hiérarchie, en matière de discipline, pardon. Oui, ça rejoint ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que c'est une question de message et de signal qui est passé, et je crois que le Premier ministre, moi-même, avons été très clairs au lendemain des incidents en janvier. Sur l'enseignement moral et civique, il est bien question de nation. Vraiment, le concept de nation apparaît dans les programmes d'enseignement moral et civique tels qu'ils ont été préparés. Le sens républicain de la nation fait partie des objets d'enseignement.
Et parmi les autres objets d'enseignement, on peut aussi citer le drapeau national, l'hymne national, la fête nationale ou encore la défense nationale. Donc on est bien d'accord que ces programmes ont bien vocation à transmettre un certain nombre de savoirs, de connaissances et de valeurs aux élèves. Pardon, je passe d'une page à une autre. Ah oui, pardon, oui. En matière de recrutement des personnels de l'éducation nationale, comment on intègre l'impératif de la capacité à faire partager les valeurs de la République? Ça, je l'ai absolument en tête. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit à l'ensemble des présidents de jury des concours de l'enseignement pour leur demander de veiller à ce que les thématiques de la laïcité et de la citoyenneté trouvent leur place dans les épreuves qu'ils font passer aux candidats. Ensuite, ça j'ai répondu. Sur la formation initiale. Oui, comment garantir une formation adéquate des enseignants à la transmission des valeurs de la République? C'est un travail qui est en cours avec les SP, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Pour votre information, je réunis tous les directeurs des SP dans quelques semaines pour faire en sorte qu'il puisse y avoir une harmonisation de leur tronc commun, puisque la difficulté à laquelle on peut être confronté, c'est que par la loi qui les a créés, on a réclamé beaucoup des SP en leur demandant de traiter beaucoup de sujets et de fait, on a aujourd'hui une hétérogénéité d'un territoire à l'autre où certaines vont peut-être plus insister sur tel ou tel sujet. Et cette question de la capacité à transmettre les valeurs républicaines, nous avons décidé qu'il fallait qu'elle fasse partie du tronc commun de toutes les SP. Et donc, nous harmonisons leur contenu dans quelques semaines ensemble. Voilà, et puis peut-être pour répondre sur l'obligation de laïcité ou de neutralité qui s'impose ou pas aux fonctionnaires stagiaires dans les SP, bien sûr les fonctionnaires stagiaires sont tenus de respecter la neutralité qui doit être celle des fonctionnaires, donc il est attendu d'elle. Sauf, pardon ? Sauf... Alors, il faut prendre le micro parce que sinon ça ne peut pas fonctionner. Donc, sauf les reçus-collés qui peuvent intervenir justement, qui n'ont pas cette obligation de ne pas être voilés, qui peuvent l'être dans ceux qui ratent le concours de la fonction publique et qui sont reçus-collés, qui ne sont pas obligés d'être en neutralité comme les autres étudiants. Excusez-moi, vous parlez de ceux qui ne sont pas de fait encore fonctionnaires. Oui, ceux qui sont c'est parce que le concours se situe bien sûr en L3, c'est bien ça le sujet, sauf à le changer d'année, hein, ce qui peut être une question qu'on peut se poser. Mais aujourd'hui, c'est vrai que tant qu'on n'est pas en master MEF, on n'est pas fonctionnaire, donc on n'est pas soumis aux mêmes obligations de neutralité. En fait, le sujet, c'est qu'on est dans cette situation, dans la même situation que tous les étudiants à l'université. Et vous savez que le non-port du voile ne s'impose pas aux étudiants à l'université. Alors, merci beaucoup. Peut-être la dernière question, je ne sais pas si vous l'avez vue, Madame la Ministre, celle sur l'autorité des maîtres. C'est pas magique, mais elle a été posée. Donc... Si, pardon, c'est une question importante. La question des rites, vous vous souvenez qu'elle avait beaucoup fait partie du débat en janvier. Nous avons décidé d'y répondre en demandant donc à chaque établissement dans son projet d'établissement de prendre une date de célébration, de cérémonie commémorative et d'y faire travailler donc leurs élèves, d'ailleurs autour d'un projet qui, y compris, comprendra la visite par exemple d'un site mémoriel pour faire en sorte qu'on puisse avoir un message, un discours, un projet clair qui soit conduit et autour de cela, bien sûr, les rites républicains, la Marseillaise, tout ce qui accompagne, mais avec une explication pédagogique qui soit apportée. Et donc les établissements sont en train de travailler sur ces projets qui nous permettent finalement de répondre aussi bien à la question de la transmission des valeurs républicaines qu'à celle de la transmission de la mémoire. Donc, si vous le voulez, je vais faire des séries de questions, donc 3, etc., pour que Madame la Ministre puisse les noter et répondre de façon... donc groupé, mais en même temps que tout le monde puisse avoir la parole. Donc la première question que j'ai, c'est Monsieur Magnier. Bien, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues.
Moi, je suis d'abord très satisfait de votre audition et d'avoir entendu les quelques mises au point que vous avez pu faire sur ce qui a été fait. Au-delà des incidents qui ont pu être relevés après les assassinats du mois de janvier, puisque la problématique, si elle a été accentuée après ces malheureux attentats, existait déjà auparavant, et vous avez indiqué qu'un certain nombre de traitements avaient été prévus et avaient été ensuite appuyés et accélérés par la suite. En tout cas, moi, je voudrais aujourd'hui rappeler la position de notre groupe socialiste dans cette mission, dans cette commission d'enquête, qui est la même d'ailleurs que celle de nos camarades dans la commission des lois, qui eux aussi s'étaient préoccupés en disant que, bien, on ne voyait pas pourquoi une commission d'enquête pour ces questions-là, puisque il n'y avait pas, à notre avis, l'utilité de faire prêter serment, d'avoir toute cette solennité autour des différentes auditions qui ont pu être menées ici et qui parfois ont d'ailleurs nous ont entraînés sur des terrains assez glissants et assez désagréables. Pour ce qui nous concerne, nous pensons que l'école a besoin d'apaisement, que les enseignants ont certes besoin de formation, et je crois que les écoles supérieures des professeurs et de l'éducation ont pris en compte ce besoin de formation bien mieux qu'il ne l'a été dans les 10 dernières années, grâce à la réforme qui a été faite au mois de juillet 2013 sur la fondation de l'école. Et enfin, effectivement, les programmes ont besoin de rénovation, et y compris d'intégrer des matières comme l'enseignement moral et civique d'une manière beaucoup plus précise qu'il ne le faisait jusqu'à maintenant. Alors, bon, je ne reviendrai pas sur les quelques intervenants qui nous ont parfois fait frémir, y compris certains philosophes. D'autres nous ont fait plaisir, philosophes aussi, M. Bidard, par exemple, que nous avons entendu avec beaucoup de passion dans cette salle il y a peu de temps. Et puis moi, je suis un peu inquiet par les diatribes parfois à peine voilées de notre rapporteur, qui parfois font des diatribes sévères contre le pédagogisme. Je ne sais pas, chers collègues, si vous êtes laissés entraîner. Le pédagogisme, en fait, la pédagogie, ça existe. Le pédagogisme, c'est une dérive, mais je crois que dans l'école, aujourd'hui, les enseignants, ils ont déjà assez à faire de la pédagogie, et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de ces pédagogistes que vous sanctionnez. Vous nous dites souvent qu'il y a une baisse de niveau, qu'on remet en cause l'excellence, et que l'école ne peut éduquer, ce n'est pas son rôle premier, qu'elle doit d'abord instruire. Non, mais c'est ce que vous avez dit, mon cher collègue, et je l'ai relevé. Moi, je suis, enfin, mes camarades... Le débat d'orientation, c'est long. Oui. Essayez de poser une question. Oui, mais je vais la poser la question, mais je pense quand même qu'il faut planter le décor, parce que M. Grosperrin, il le plante, le décor, souvent. Mais moi, je voudrais le planter. Alors, je ne reviendrai pas là-dessus, mais pour nous, il y a eu un certain nombre d'excès de langage, et qui pourraient laisser penser qu'on met un peu l'école à feu et à sang après ces graves événements du mois de janvier, et qu'on en a profité parfois pour essayer de faire, sinon le procès, au moins la mise en cause de l'institution scolaire, certainement des enseignants, puisque je vous le fais observer, les syndicats s'inquiètent aussi parfois de toutes ces observations qui sont faites sur leur travail. Et pourtant, comme l'a dit ici M. Léonet, qui est directeur central adjoint de la sécurité publique, lorsqu'il était auditionné, il n'y avait pas autant d'incidents que ceux qu'on aurait bien voulu nous faire croire. Et je crois que cette commission d'enquête, elle avait été faite essentiellement pour démontrer, parce que la réponse du ministère ne suffisait pas, qu'il y avait eu beaucoup plus d'incidents que ceux qu'on avait pu faire remonter. Or, aujourd'hui, eh bien, je crois que tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il n'y a pas lieu de faire... tous ces débats, même s'ils sont intéressants parfois, puisque les auditions sont toujours intéressantes, mais toujours de mettre autant de solennité et de faire prêter serment pour dire des choses tout à fait simples, qui effectivement que nous connaissons bien et que nous rencontrons lorsque nous allons dans les écoles. Alors, Madame la Ministre, moi je suis content que vous ayez pu rassurer, je l'espère, notre rapporteur. Pour ce qui nous concerne, donc, nous ne cautionnons pas les mises en cause des enseignants de l'école. Nous ne nous associons pas à un certain nombre de choses qui ont été dites lors de ces auditions et lors de ces commentaires, et nous prendrons nos dispositions lorsque ce rapport sera remis. Nous attendons avec beaucoup d'impatience de connaître le contenu qui sera, nous l'espérons bien, qui sera dévoilé bientôt devant cette commission. Pouvez-vous aujourd'hui, Madame la Ministre, nous préciser... je crois que vous avez déjà répondu à beaucoup de ces questions, mais comment nous pouvons aujourd'hui montrer aux élèves, aux parents d'élèves, comment pouvons montrer que l'école
vraiment a besoin d'un climat serein et qu'il faut laisser à la porte de l'école aujourd'hui toutes les questions qui sont d'ordre cultuel et la laïcité, effectivement, s'impose. Malheureusement, c'est une chose que l'on dit souvent, mais il faut que cela rentre vraiment dans les faits, que l'école soit vraiment inspirée et pleine de cette valeur de la laïcité. Et enfin, comment dans la formation des enseignants pouvons-nous affirmer et dessiner encore mieux justement une laïcité tout à fait stricte, mais toujours garder un accueil bienveillant de nos élèves, qu'ils soient collégiens, qu'ils soient lycéens ou même qu'ils soient étudiants. Monsieur le rapporteur, je vous remercie. Merci. Donc la deuxième question, c'est Monsieur Carl qui va la poser. Donc par respect pour le temps imparti à la ministre, veuillez être court. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. J'aurais deux questions, Madame la Ministre. La première, elle apparaît simple, mais la réponse peut-être un peu moins. C'est où commence et où s'arrête l'école, et donc où se commence et où s'arrête, où s'appliquent les règles qui concernent l'école. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que les enseignants que nous avons rencontrés nous ont fait part effectivement des difficultés qu'ils ont face à des signes ostentatoires qui portent atteinte à la laïcité. Et ils se sentent, et je peux confirmer ce qu'a dit le rapporteur, pas suffisamment soutenus par leur hiérarchie, mais où ils ont des difficultés, c'est à l'extérieur des murs. Qu'en est-il donc des accompagnements pour les sorties scolaires ou les accompagnements pour les activités culturelles et sportives? Quid des conseils de classe? Et là, ils nous ont dit qu'ils voulaient de la clarté. Deuxième question, vous l'avez dit, l'école c'est une caisse de résonance de la société, des soubresauts de la société, qu'elle a ses responsabilités, mais elle n'est pas seule responsable. Il y a la famille et il y a aussi, j'allais dire, l'environnement de l'école. Or, on met des sommes considérables dans chacune de ces politiques. L'école, votre budget c'est 66 milliards, je crois. La politique de la ville c'est plus de 40 milliards. La famille c'est aussi une somme considérable. Et il semblerait que il n'y a pas, j'allais dire, suffisamment d'efficacité et un manque de cohérence entre ces politiques. Et est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une vision transversale pour que ces politiques aient plus de synergie? Et la troisième question de cette première série, Madame Blandet. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, j'ai deux questions sur votre politique et deux questions plutôt sur votre opinion. Sur la réunion qui va avoir lieu des SP, dont je me réjouis qu'elle flèche les valeurs de la République comme un élément indispensable du tronc commun, je vous demande si vous avez prévu d'inciter les directeurs à associer des acteurs de l'éducation populaire qui sont quand même très férus de l'enseignement du respect de l'autre, par l'exemple, de la culture de l'engagement, association de ces acteurs qui avait été prévue dans la loi refondation de l'école. Même chose sur l'évaluation dont nous attendons les avis du ministère. Le CSP avait dit l'importance de mêler rigueur et exigence et puis bienveillance afin que l'élève comprenne ce qui lui manque et ce qu'il a acquis, mais surtout qu'il se sente respecté. Je pense au secrétaire général de l'enseignement catholique qui nous disait « écrire copie nulle, c'est pas la dignité de l'élève, c'est pas les valeurs de la République, quoi. » Donc voilà, est-ce qu'il va y avoir des indications là-dessus? Deux choses que nous avons entendues en suggestion et sur laquelle je vous consulte. N'y aurait-il pas pertinence d'une charte d'entrée en profession, un peu à la manière du serment d'Hippocrate pour les médecins, où les enseignants déclareraient qu'ils s'engagent à faire valoir telle et telle chose? Ça me semble important. Et un détail particulier à notre République, aujourd'hui tout le monde est d'accord sur la laïcité et les valeurs de la République, mais il y a quand même encore le concordat. Je me garderai bien de m'y attaquer, ce n'est pas le lieu. Simplement, dans les départements du concordat, il y a des horaires d'enseignement religieux dont l'islam au passage est d'ailleurs prohibé, ce qui pose un petit problème. Mais ces horaires ne sont-ils pas aujourd'hui à gommer au profit de l'EMC? Ou est-ce que ça va être compatible? Merci, Madame la Ministre, si vous voulez bien répondre. Merci. D'abord, pour commencer par Monsieur Magnier, que je remercie.
Cette question du climat scolaire, en effet, et de la façon dont on s'assure que l'école soit un lieu sanctuarisé dans lequel règne la laïcité, c'est-à-dire qu'on transforme bien l'enfant en élève, qu'on lui demande de laisser à la porte de l'école ses attributs confessionnels, c'est une question absolument majeure parce qu'on voit bien que de là découle aussi la qualité du climat scolaire, la capacité des enfants à apprendre à vivre ensemble. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2012, loin des procès qui nous sont faits parfois, nous n'avons cessé de promouvoir la laïcité. La charte de la laïcité apposée dans tous les établissements scolaires, ça n'existait pas avant. Et je peux vous le dire parce que j'étais encore hier à Nancy dans une petite école en plein milieu d'un quartier en zone urbaine sensible, avec cette charte qui était au vu et au su de tous et qui s'impose pas simplement aux enfants, mais aussi aux parents. Tous les matins, quand ils déposent leur enfant, il y a ces mots simples qui ont été pensés pour l'être, pour être compris de tous, qui désormais disent ce qu'est la laïcité. Donc je redis ici que c'est pas un principe d'exclusion, c'est un principe de cohabitation harmonieuse. Et au-delà de cette charte de la laïcité, nous avons décidé, dans les mesures que nous avons adoptées au lendemain des attentats et de cette grande mobilisation, de faire du 9 décembre, désormais, la journée nationale de la laïcité qui sera célébrée dans tous les établissements. Et je crois que c'est important à souligner parce que ça veut dire, on parlait tout à l'heure de rite républicain, mais s'il est bien une valeur de la République à célébrer, à faire connaître et à faire aimer aux enfants, c'est bien celle de laïcité et cette journée en sera l'occasion. Et puis, je le disais, les enseignants avaient besoin d'être formés, c'est pour ça que nous avons lancé ce grand plan de formation à la laïcité que j'évoquais tout à l'heure, qui a déjà concerné 1200 formateurs et qui concernera donc 300 000 enseignants d'ici la fin de l'année. Ils ont aussi besoin d'avoir ces principes simples de laïcité comme base de relation avec les parents. Et c'est pourquoi nous avons prévu que désormais, à chaque rentrée scolaire, les parents seront invités à signer le règlement intérieur et la charte de la laïcité pour être bien assurés qu'on parle des mêmes choses et qu'ils comprennent quelles sont les règles qu'on fait respecter à leurs enfants. Sur la question de Monsieur Karl, où commence et où s'arrête l'école, c'est très juste, vous avez raison. Ce qu'il est apparu aussi dans la grande mobilisation, c'est que ce qui fragilisait les discours des professeurs, notamment sur ces questions de laïcité, c'est que parfois les adultes qui entourent les enfants ne portent pas forcément les mêmes discours et que du coup les enfants évidemment sont toujours très contents de pouvoir créer des coins entre les adultes. Et donc, il nous faut veiller à ce que non seulement, bien sûr, les enseignants et les parents disent la même chose, ça on l'a tous en tête, d'où la nécessité de promouvoir ce qu'on appelle la coéducation, mais aussi que les enseignants et les éducateurs que sont amenés à rencontrer les enfants dans le cadre des animations périscolaires, par exemple, ou des associations d'éducation populaire, disent la même chose sur ces questions de valeurs de la République et de laïcité. C'est la raison pour laquelle, s'agissant de laïcité, on a décidé que toutes les ressources pédagogiques que nous développons pour former nos enseignants à transmettre la laïcité, nous les mettons à disposition des acteurs qui nous entourent, je pense aux collectivités locales par exemple, pour que les animateurs du périscolaire aussi bénéficient de ce même accompagnement et qu'on parle bien de la même chose sur la base des mêmes ressources. Donc on y travaille avec l'Association des maires de France dans le cadre des plans éducatifs territoriaux que l'on construit pour les rythmes éducatifs, mais je crois que au fond, s'il y a bien un mot qui est ressorti de toute la consultation de ces 4 derniers mois sur les territoires, c'est décloisonner. Décloisonner, arrêter de fonctionner en silo, l'éducation nationale qui a ses propres règles, les services de santé leurs propres règles, etc. Et donc, ce sujet de laïcité en est une bonne illustration. Tous les adultes doivent parler la même langue quand on parle de laïcité aux enfants. Parler la même langue, ça ne veut pas dire, pour faire le lien avec votre question suivante, être sourd à ce qui peut se dire parfois et ne pas faire un effort de compréhension. J'en viens à la question des accompagnatrices de sortie scolaire. Moi, je ne jette la pierre à personne. Un de mes prédécesseurs, en l'occurrence Luc Châtel, avait fait adopter une circulaire dans laquelle il précisait qu'il fallait lutter contre le prosélytisme à l'école et que lorsque des parents, des mères en l'occurrence, portaient le foulard et qu'elles se proposaient pour être accompagnatrices scolaires, il ne fallait pas les y autoriser parce qu'on considérait cela comme du prosélytisme.
On a vu les effets que ça a eu sur le terrain. Quand je dis que je ne jette la pierre à personne, c'est que je ne reproche à personne de tenter quelque chose, mais ensuite il faut évaluer ce qu'on fait. Et les effets que ça a eu sur le terrain, c'est que ça a été terriblement contre-productif. C'est-à-dire que ça a braqué une génération entière d'enfants contre même le principe de laïcité. Or, si on croit au principe de laïcité, je crois qu'on doit veiller avant tout à ce que les enfants y adhèrent. Parce que si on donne l'impression de leur faire violence, et en l'occurrence le fait de refuser à leur mère d'accompagner bénévolement une sortie scolaire, et donc de la stigmatiser, de la mettre de côté au simple motif d'une tenue vestimentaire, sans même qu'elle ait fait preuve de prosélytisme particulier, eh bien c'est une façon de braquer les enfants d'évidence. Et donc c'est pour cela que, en effet, j'ai revu la position sur ce sujet, mais je voudrais être très claire sur ma position à moi. Je suis opposée à toute forme de prosélytisme. Et donc je l'ai dit aux équipes enseignantes et aux chefs d'établissement, dès lors qu'il y a du prosélytisme, d'ailleurs qu'il soit politique ou religieux ou autre, il faut bien évidemment s'opposer à la venue dans l'établissement ou à l'accompagnement par un parent d'une sortie scolaire. Mais quand il n'y a pas ce prosélytisme, quand on est simplement face à un parent qui n'est pas un agent du service public, donc qui n'est pas tenu par les mêmes règles de neutralité, quand on est face à une volonté de coopérer des parents, je crois que nous devons tout mettre en œuvre pour favoriser la coéducation, favoriser le travail partenarial de l'école avec les parents. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que dans ce type de situation-là, les équipes fassent preuve du discernement qu'on attend d'elles et favorisent cette coopération plutôt que de la rejeter. De manière générale, le maître mot en matière de laïcité, c'est discernement. C'est d'ailleurs une preuve de confiance qui est faite aux équipes enseignantes que de leur dire il y a certes des règles qu'on définit au niveau national uniformément, mais ensuite il y a la réalité du terrain et c'est aussi voilà, dans le détail de la vie que ces équipes savent comment se comporter. Par exemple, vous aurez noté que s'agissant de cette jeune fille à la jupe longue qui, dans un établissement scolaire, a vu ses parents convoqués au motif qu'elle perturbait, eh bien, j'ai pris la défense et le soutien de l'équipe enseignante parce que, de fait, j'ai pu constater qu'il y avait perturbation, il y avait incident et que, comme je le disais tout à l'heure, nous demandons aux enseignants de faire remonter les incidents, de ne pas les minimiser. Donc, quand ils ont lieu, oui, il faut convoquer les parents, oui, il faut adopter des sanctions éducatives, pédagogiques, et non, il ne faut pas laisser passer les provocations. Mais c'est une question de discernement, et ça n'est évidemment pas au motif de la couleur ou de la longueur de la jupe que cette jeune fille a été prise à partie. C'est bien parce qu'elle avait un comportement qui n'était pas acceptable. Donc discernement, et pour que les enseignants puissent faire preuve de ce discernement, formation, on l'a dit, en initial dans les SP, on l'a dit, en continu, comme je l'ai évoqué, et puis accompagnement, c'est-à-dire pouvoir se reposer sur des spécialistes au fond de ces questions-là. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2012, nous avons développé dans chaque académie des référents laïcité, qui là encore n'existaient pas auparavant, donc des monsieur ou madame qui sont spécifiquement chargés d'accompagner les équipes sur ces sujets. Madame Blandin, sur la question des SP et du fait d'associer les acteurs de l'éducation populaire. Oui, d'abord, je voudrais vraiment insister sur le fait que le ministère de l'Éducation nationale soutient beaucoup les acteurs de l'éducation populaire. Enfin, vous le savez évidemment, vous, mais ce n'est pas forcément su à l'extérieur. Et on le fait parce que, de fait, il y a un travail efficace qui est conduit par ces associations et nous souhaitons en effet développer leur implication dans les formations qui seront délivrées par les SP. Sur le reste, vous m'interrogez sur notre calendrier en matière d'évaluation. Je redis ici que la réforme du collège que nous avons conduite est un tout. Il s'agit bien, à la rentrée 2016, d'avoir à la fois une organisation du collège, des pratiques pédagogiques qui évoluent, je ne reviens pas dans le détail, des programmes qui sont revus et repensés pour mettre l'acquisition des fondamentaux en leur cœur, et qui sont pensés en cohérence avec les nouvelles pratiques pédagogiques. Pour dire les choses clairement, dès lors qu'on introduit de l'interdisciplinarité, il faut que ça se retrouve dans les programmes, par exemple.
Et pour boucler la boucle et que tout cela fasse un ensemble cohérent, il s'agit bien aussi de réformer l'évaluation, donc d'avoir un nouveau diplôme du brevet qui, en effet, soit à la fois exigeant, clairement, et qui en même temps soit stimulant, parce que nous estimons que l'évaluation, elle est faite aussi pour encourager, faire progresser les élèves. Et puis un diplôme national du brevet qui, tout simplement, conforte les évolutions que nous avons introduites. Typiquement, si dans notre réforme du collège, nous voulons mettre l'accent davantage sur la maîtrise de l'oral en plus de celle de l'écrit, mettre l'accent davantage sur la capacité des élèves à coopérer, à travailler ensemble, à mener des projets, il faut que cela se traduise ensuite parce que le brevet vient sanctionner, évaluer, et donc c'est l'objet de cette réforme du brevet qui va être adoptée prochainement et qui entrera en vigueur aussi à la rentrée 2016. J'ai noté les deux derniers points, juste un mot, j'ai noté l'idée d'une charte d'entrée en enseignement. Je ne sais pas si vous l'aviez formulé comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai noté. Mais je trouve que l'idée est intéressante. Je pense qu'elle mérite d'être creusée. Et puis, sur la question de l'enseignement religieux, j'insiste sur l'enseignement laïque du fait religieux, dont j'avais indiqué après janvier que je souhaitais le voir renforcé dans les nouveaux programmes, puisqu'on a d'une certaine façon la chance de voir l'ensemble des programmes qui sont refondus. Donc, le CSP, que vous connaissez bien, le Conseil supérieur des programmes, a reçu cette instruction et le travail est en cours pour faire en sorte que cet enseignement laïque du fait religieux soit bien présent sur les 3 monothéismes. Et il ne s'agit pas, là encore, d'apprendre une foi aux élèves, mais de développer leur esprit critique à l'égard de ce qui peut s'écrire en la matière. Merci. Voilà, vous venez de suivre l'audition de la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, par la commission d'enquête du Sénat sur le service public de l'éducation et la perte de repères républicains. Devant les sénateurs, la ministre est revenue sur sa vision de l'école comme vecteur des valeurs républicaines. Une audition que vous pouvez revoir et revoir sur notre site internet publicsénat.fr. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec votre émission politique Preuve par 3, présentée par Michel Groschior et Perrine Tarnot. Leur invité ce soir, François Baroin, sénateur Les Républicains et président de l'Association des maires de France. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.